Inspirer, expirer. La vie humaine est liée à la respiration. C'est une fonction biologique qui permet à de très nombreux organismes vivants d'exister. On parle de souffle, d'énergie vitale. La respiration, mot construit sur la racine latine spiro, a-t-elle un lien avec l'esprit ? C'est ce que nous allons découvrir de suite dans cette causerie du sport sur l'expérience corporelle consacrée à la respiration avec Éric Lacroix. Nous poursuivons l'expérience corporelle et la découverte de l'expérience corporelle avec une émission donc consacrée à la respiration avec Éric Lacroix que nous sommes heureux de retrouver à cette occasion. Bonjour Éric Lacroix. Bonjour Christophe. Alors oui, vous nous proposez vraiment là, d'explorer nos capacités à ressentir, à découvrir notre corps et puis bien évidemment dans un contexte de pratique sportive. Et il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de surprises au fur et à mesure où nous découvrons l'ensemble des thématiques. La dernière fois, c'était la douleur, aujourd'hui la respiration. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de respiration, mais c'est un sujet très vaste. On aurait pu initier au moins une dizaine de causeries. Alors, on va regrouper pour l'instant sur une causerie, mais je pense qu'on en fera d'autres, évidemment, parce que la respiration, ça, vous allez voir, ça implique énormément de choses sur l'exploration corporelle, mais pas que, aussi l'exploration de l'esprit. Très bien. Eh bien, écoutez, on va essayer d'explorer tout cela. Alors, dans un premier temps, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, on respire toute la journée. Et une fonction biomécanique. Alors, comment est-ce que ce mécanisme, justement, fonctionne ? Alors, oui, j'ai fait une première entrée sur cette notion de respiration biomécanique. Et puis, je vous propose une petite phrase. Et je pense que là, vous voyez, Stéphane Jansson serait plus à même vraiment de vous expliquer la respiration parce que c'est quelqu'un qui travaille dessus depuis de nombreuses années, qui a mis en place une Breathing Academy, c'est-à-dire vraiment une académie de la respiration au niveau de la France, mais il s'intéresse aussi à toutes les études internationales. Et je voulais vous mettre cette petite phrase parce qu'elle est fondamentale pour démarrer, c'est que la respiration, c'est une fonction vitale, elle nous permet de vivre. Et on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'on voyez, on respire entre 12 et 20 fois par minute, 23 000 fois par jour, enfin c'est des chiffres, mais vous voyez que dans une vie, on respire énormément et en fait, c'est une fonction vitale puisqu'elle nous permet de vivre. On parlait de la survie dans l'exploration corporelle, mais là, on est vraiment dans la vie de tous les jours et on n'en a pas conscience. Alors, on n'en a pas conscience, on voit que les chiffres sont quand même très impressionnants, 23 000 fois par jour. Effectivement, on ne se rend pas compte qu'on respire 23 000 fois par jour parce qu'on l'oublie que l'on respire. Oui, on oublie parce qu'en fait, c'est une fonction vitale. C'est-à-dire que nos cellules doivent être oxygénées. Donc, dans l'air, vous avez à peu près 20% d'oxygène. Vos poumons peuvent contenir à peu près 5 litres d'air, vous voyez, donc, sur cette petite diapo. Et en fait, il y a une respiration biomécanique dans le sens où il y a une dynamique qui se fait. C'est-à-dire, on va respirer par le nez, d'abord, nasal ou buccal ou par la bouche. Cette respiration peut être brève, ça c'est important, on le verra plus tard, ou prolongée. Mais après, il y a vraiment une dynamique fonctionnelle, c'est-à-dire que cette respiration, cet apport d'oxygène va aller des poumons au sang, du sang aux cellules, les cellules vont être oxygénées. Alors pour faire un effort ou non, mais quel qu'il soit, mais aussi par exemple notre cerveau, il va consommer 20% d'oxygène. Et après, en fait, vous voyez, durant cette inspiration et cette expiration, il va avoir une inspiration, on va apporter de l'oxygène et on va finalement renvoyer du dioxyde de carbone. Voilà, puisque on dit que le dioxyde de carbone, c'est un petit peu finalement pas le bon gaz, mais on le verra tout à l'heure que c'est très important. Et souvent, d'un point de vue biomécanique, ce qu'on parle, c'est cette notion de respiration abdominale ou de la respiration thoracique. Il y a beaucoup de méconnaissances en fait sur ces versions-là, c'est-à-dire la respiration abdominale, qui permet finalement, quand vous faites une inspiration, ce qu'on appelle inspire, vous allez gonfler le ventre, vous allez faire baisser finalement, vous allez baisser votre diaphragme et apporter beaucoup plus d'air et donc d'oxygène au niveau thoracique. Et la deuxième, c'est la thoracique. Mais elle est très importante aussi, la thoracique, c'est-à-dire qu'elle vous permet aussi, puisque vos côtes sont très mobiles, et ça on l'a oublié, elles sont très flexibles,
on peut aussi apporter beaucoup plus d'air et donc d'oxygène au niveau thoracique. Donc on va voir que c'est très très important parce que finalement on peut reprendre plus ou moins le contrôle d'un point de vue biomécanique sur ces respirations. Donc d'un point de vue buccal ou nasal, mais aussi après d'un point de vue du diaphragme ou de la respiration thoracique. Vous, en tant que coach sportif, préparateur de sportifs de haut niveau, est-ce que vous faites des exercices spécifiques pour préparer vos athlètes ? Oui, alors c'est quelque chose en fait qui est fondamental et essentiel. Et on parle de méthodologie, de respiration, mais je crois que c'est déjà de prendre conscience de cette respiration qui peut être soit accélérée quand il y a un stress, ou soit beaucoup plus calmée, on va dire beaucoup plus lente, dès l'instant où le corps se met finalement dans un état plus serein. Et c'est vrai que dans la pratique sportive, c'est important, mais on a les deux. C'est-à-dire que, on le verra aussi dans le versant physiologique, c'est important de faire la distinction entre les deux. On peut se retrouver dans des situations sportives où on va être en situation de stress, automatiquement, normalement, voilà, la respiration va être accélérée pour justement apporter plus d'air et d'oxygène. Alors j'imagine qu'il y a aussi un lien avec le rythme cardiaque, forcément, la pression artérielle, enfin bref, il y a tout un tas de caractéristiques physiologiques qui doivent évoluer avec la respiration. La question de la respiration par le nez, par la bouche, ce sont des choses qui sont préconisées. Comment est-ce qu'on peut faire des choix ? Là, c'est vraiment des conseils de coach, mais comment est-ce qu'on fait des choix entre les deux lorsqu'on est en exercice physique, par exemple ? Alors, on va dire que la première chose, c'est quand même, d'un point de vue, on va dire, normal, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Mais on va voir qu'on peut aussi préconiser pas mal d'exercices qui vont, par exemple, insister sur le fait de respirer que par le nez. Inspirer et respirer par le nez. On le verra tout à l'heure. Expirer par le nez, mais on le verra tout à l'heure. Exactement. Et donc cette partie biomécanique, on voit finalement, sont des fonctions, on le sait, ça fonctionne. Si on arrête de respirer, on sait que finalement le risque de survie est très, très court. Finalement, le risque est très faible, pardon. Et donc on va s'intéresser maintenant à la respiration physiologique pour comprendre comment le mécanisme fonctionne. Oui, alors le point de vue biomécanique, on l'a vu, et puis après, passer effectivement sur le point de vue physiologique. Alors, je sais que ça vous a plu et vous avez vu cette petite phrase, puisque c'est un grand maître spirituel que vous connaissez, que vous avez côtoyé. Oui. Mais j'ai voulu parler en fait du souffle, parce qu'en fait, voilà, on est dans la respiration aussi, cette notion de souffle qui, vous voyez, relie la vie à la conscience et qui unit votre corps à vos pensées. Alors, on rejoint un petit peu les causeries qu'on a fait sur ces notions de stress, de survie, et cette notion justement d'état d'esprit, des pensées qui vont arriver. Et en fait, quand on a finalement des pensées très stressantes, eh bien la respiration peut aussi être modifiée. C'est-à-dire qu'elle va être modifiée dans le sens où elle va être accélérée progressivement, parce que cette respiration a des incidences sur le système nerveux autonome. Donc la respiration, biomécaniquement, elle est automatique. C'est-à-dire que la nuit, heureusement, si vous n'aviez pas une respiration dite automatique, eh bien, on ne serait plus là, on ne vivrait pas. Donc, elle est automatique, c'est-à-dire les systèmes nerveux autonomes nous permettent ça. C'est-à-dire, on parle d'autonomie, mais c'est surtout, on parle d'automatisme. C'est-à-dire que voilà, ça va vous permettre de respirer et d'amener de l'air et de l'oxygène pendant la nuit. D'un autre côté, d'un point de vue physiologique, justement, ces systèmes nerveux autonomes, selon la journée qu'on a passée, eh bien, la respiration plus ou moins accélérée, c'est-à-dire, je parle moi de pédale d'accélérateur, vous voyez, sur le système sympathique, on l'a vu, on rappelle sur les causeries, où on va finalement mettre un peu la pédale de frein quand on va parler du système nerveux autonome parasympathique. Donc on a les deux qui s'associent, et en permanence on est comme ça, c'est-à-dire dans la journée, on parle de variabilité de la fréquence cardiaque, on en avait déjà parlé, qui va agir sur notre cœur, mais pas que, sur beaucoup d'organes. Et en fait, si le système sympathique accélère, eh bien, voilà, il y a une tendance justement à avoir des effets sur certains organes et des effets automatiquement sur nos pensées, puisqu'on va accélérer le rythme. Donc, la respiration, en fait, elle est fortement, fortement reliée à ces deux systèmes, parasympathique et sympathique. Et la suite, c'est-à-dire que je vous ai proposé aussi une petite diapo, et justement, c'est là où c'est intéressant d'un point de vue physiologique, on va y venir, c'est-à-dire que la respiration, elle peut être
volontaire ou involontaire. Ça, c'est très, très, très important. On vient de parler d'automatisme, c'est-à-dire elle est automatique sous l'impulsion du système nerveux autonome, je viens d'en parler, mais c'est là où on va aussi un peu creuser, on pourrait parler aussi des heures, elle peut être également volontaire. Donc on peut agir directement sur le geste respiratoire et agir sur ces variations. Donc automatiquement, eh bien, on va retravailler un peu, vous voyez, sur le côté du système nerveux autonome. On revient à cette notion de volontaire et involontaire. Finalement, c'est peut-être une des seules fonctions où il est assez facile de prendre le contrôle en tant que mécanisme biologique autonome qui permet aussi une prise de contrôle. Oui, c'est ça. Donc, j'ai repris la phrase de Stéphane Jansson, mais c'est une des seules fonctions vitales sur laquelle on peut avoir le contrôle. On ne peut pas avoir un contrôle vraiment sur notre digestion ou sur certaines fonctions. Par contre, sur la respiration, oui, on peut avoir un effet. Et ça, on n'en a pas pris conscience. C'est-à-dire qu'on peut respirer que par la bouche, et généralement, c'est souvent les gens qui sont un peu plus stressés, malheureusement, vont justement avoir cet effet-là, mais on peut aussi inspirer et respirer que par le nez. Voilà. On peut prolonger, on l'a vu tout à l'heure, la respiration, on peut l'écourter, donc on peut agir vraiment volontairement sur les cycles biomécaniques qu'on a vus tout à l'heure. Et c'est là où c'est intéressant, il y aura des effets physiologiques derrière. C'est-à-dire que dès l'instant où vous commencez à être calme, la respiration va aussi être posée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la prolonger, et au-delà même, on va non seulement pouvoir la prolonger, mais on va aussi agir sur les gaz. Donc on le verra un petit peu plus tard dans la discussion, mais sur le dioxyde de carbone, sur l'acide nitrique, etc., on reverra. Mais là, ce qui est important de dire dans ce côté physiologique, c'est cette notion de volontaire-involontaire. On a un super pouvoir entre nos mains sur lequel on peut agir. On peut finalement se stresser ou on peut se calmer grâce à la respiration. Et vous voyez qu'en fait, il y a des relations énormes, notamment ici entre le cerveau et le cœur. Notamment, il y a des nerfs cardiaques qui, au niveau parasympathique, qui va ralentir ou sympathique qui va accélérer. Mais d'autres, et notamment, on le verra avec l'acide nitrique, le nerf de Hering ou le nerf de Sion, sur la régulation de la pression artérielle. Il y a plein de mécanismes. C'est pour ça qu'on parle d'exploration corporelle. On n'a pas conscience qu'on peut agir, et notamment la respiration est vraiment quelque chose d'important. Et un point essentiel, vous voyez, sur notre super pouvoir, c'est là, sur la variabilité de la cardiaque, on en a un peu parlé, mais c'est cette notion-là, le nerf vagal, qui est essentiel, qui est un nerf essentiel justement sur ce contrôle de la respiration. Alors c'est vrai que ça rejoint ce que vous avez cité, Thich Nhat Hanh, quand votre esprit se disperse, utilisez votre souffle comme moyen de reprendre possession de votre esprit. Oui. Donc là, on est vraiment dans l'immatériel et pourtant, on peut reprendre un contrôle sur l'esprit au sens de la conscience. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont reliées. Là, on parle de cohérence cardiaque, parce que les gens, souvent, les personnes ont une appréhension sur ce versant de la méditation qui serait un peu inaccessible ou sur ce versant un peu spirituel. Mais c'est pour ça qu'on revient à parler de la cohérence cardiaque. Mais on fait la même chose, en fait. On fait de la respiration. C'est-à-dire, on parle de cohérence cardiaque où, testez chez vous, vous inspirez sur 5 et vous expirez sur 5. Et essayez de voir déjà si vous avez ce contrôle possible. Alors les 5, on peut les prolonger ou les rallonger, vous voyez, on peut aller très loin. C'est-à-dire, on peut inspirer par le nez sur 5, expirer déjà sur 5, vous faites ça pendant 2-3 minutes, on parle déjà de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que voilà, vous allez agir sur votre système parasympathique. Vous allez calmer finalement tout le ressenti corporel. Et calmer parce que le nerf vague, en fait, et c'est un des plus grands nerfs du corps, et qui est relié à beaucoup d'organes, et notamment aussi qui va être relié à votre cerveau. Et il va envoyer à peu près 80% d'informations, en fait, montantes. C'est-à-dire que ce nerf vague vous amène énormément d'informations. Et après, votre cerveau, vous allez décider plus ou moins d'avoir le contrôle. Mais vous avez quand même un petit 20% de contrôle sur le nerf vague.
Donc, quand D'accord. vous agissez volontairement, justement, pouvez avoir aussi une action sur le nerf vague. Mais il faut savoir que c'est quand même des informations beaucoup remontantes. Mais le fait de vous mettre en respiration, eh bien, justement, votre corps va se calmer. Donc, le nerf vague aussi, lui, va remonter des informations comme quoi il se calme. Comme quoi il se calme. Exactement. Donc, vous voyez, la respiration, elle est reliée fortement au stress aussi, et à l'état de stress. Et c'est pour ça que de plus en plus, on l'enseigne aussi dans les entreprises ou dans des collectivités, etc. Et dans la pratique sportive, on l'a aussi mis parfois de côté et malheureusement un peu oublié. Je sais que c'est utilisé dans les sciences de l'éducation aussi. On a des expériences sur cette question de la maîtrise du souffle pour les enfants. Tout à fait. Qui se posent en classe, etc. Il y a des expériences qui ont fait... C'est très très important en fait de reprendre le contrôle, c'est-à-dire essayer de voir déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de reprendre déjà sur une cohérence cardiaque. Vous allez voir que c'est pas tout le temps évident et qu'après vous pouvez aussi contrôler les mouvements, c'est-à-dire aussi, on l'a vu d'un point de vue biomécanique, de sentir le diaphragme. Ça, c'est beaucoup plus délicat et difficile, ça demande beaucoup de temps. Mais aussi les côtes. Les côtes sont des organes qui sont mobiles. Et la respiration avec le diaphragme, elle n'est pas que thoracique devant. Elle est aussi sur les côtés et derrière. C'est-à-dire les côtes sont aussi derrière. Et ça, Stéphane Johnson le dit très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a oublié toute cette notion de versant de la respiration thoracique. Et un exemple simple, c'est d'essayer, comme si vous vouliez mettre un ballon voyez, de beach, volley par exemple, dans votre ventre, vous gonflez, vous imaginez, c'est une bonne image, vous essayez de gonfler pendant 5, voire 10 secondes, et puis après vous relâchez en contractant les abdos. Et puis après, vous faites la même chose sur l'aspect thoracique. Vous allez voir, il va y avoir un changement d'état émotionnel, mais aussi sur cette remise au calme. Alors pour les personnes qui nous regardent, nous vous encourageons donc à Oui, tester. oui. Vous nous ferez des retours sur les commentaires. Alors Éric Lacroix, donc cette respiration maintenant dans la pratique sportive. Alors une petite phrase qui va vous faire plaisir aussi, je sais. Hein, ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais qui me rend plus fort. C'est Wim Hof. Alors Wim Hof, il a mis en place une méthode, notamment qui est reliée fortement à la notion de froid. Donc les bains froids, tout ce qui est vraiment bain froid, douche froide, etc. Mais il fait aussi un énorme travail sur la respiration. Et après, on le reverra d'ailleurs dans d'autres causeries sur le mindset. C'est-à-dire le mindset, c'est la capacité finalement à analyser puis à devenir quelqu'un, entre guillemets, à agir sur les pensées, à agir sur nos décisions, etc. Mais ce qui est important là de signaler par rapport à la pratique sportive, c'est que Wim Hof, il a mis en place une méthode dont on a repris pas mal d'éléments et qui permettent de voir aussi que le corps, il est capable de s'adapter. Et en fait, on l'a parlé dans d'autres causeries, c'est la loi de l'hormèse. C'est-à-dire quand on va faire des petites choses chaque jour, on parlait de mitridatisation de Mithridate, chaque jour on amène un petit peu, et bien en fait après, ça permet finalement de s'adapter et de travailler sur ces phénomènes de survie. Et lui, ce qu'il a amené, c'est justement reprendre le contrôle. C'est-à-dire que, voilà, on le voit dans cette diapo, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse reprendre le contrôle de notre corps, mais aussi de notre respiration. Et parce que elle est fondamentale. Et je pense que, pourquoi Wim Hof ? Parce que ça nous met aussi en lien, justement, dans beaucoup de pratiques sportives, on a oublié cet effet du contrôle de la respiration qu'on peut avoir dans le geste sportif, dans beaucoup de domaines, et dans l'entraînement, dans notre entraînement au quotidien. Donc, je pense que Wim Hof, voilà, je vous ai présenté aussi son ouvrage, tous ceux qui ne doutent pas, vous voyez, c'est la phrase de Nietzsche, on pourrait rajouter « nous rend plus fort » de son ouvrage, mais ce qui est très très important, c'est ça, c'est de voir que il a amené une méthode et qu'après, on a parlé de cohérence cardiaque et aussi tous les sports qui sont reliés notamment à l'apnée, avec cette notion de rétention, nous interpellent. Et je ne veux pas dire qu'elles deviennent à la mode, mais on s'en intéresse de plus en plus. On s'intéresse de plus en plus à ces phénomènes d'apnée. On arrive quand même à descendre avec quelque chose de lesté à 230 mètres. Donc c'est énorme. Et Guillaume Néry, je crois qu'il est dans les environs de 130 mètres, sans aide, on va dire, et la capacité à rester sur des apnées aux alentours de 10-11 minutes. Rendez-vous compte. C'est-à-dire,
on est capable de retenir sa respiration quand même. C'est énorme, c'est vrai, quand on fait l'expérience soi-même au départ, c'est compliqué de retenir sa respiration plus de 30 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, mais finalement c'est quelque chose qui vient assez rapidement avec des exercices. Vous faites pratiquer ce genre d'exercice par exemple aux sportifs de haut niveau ? Alors, c'est une démarche qui n'est pas évidente parce qu'en fait, voilà, c'est des routines un peu antifragiles qu'il faut mettre en place, mais on les oublie vite. C'est justement parce qu'on peut avoir le contrôle qu'on ne le prend pas, parce qu'en fait, c'est des choses automatiques. Vous voyez, il y a un paradoxe sur le fait qu'on va mettre en place des rituels, des routines, et puis c'est dur à les mettre en place tous les jours. Il faudrait faire certainement un travail de respiration tous les jours, peut-être le matin, ce qui est plus adapté. Mais pour vous dire aussi la retenue de la respiration, ce qui est intéressant, c'est que vous respirez dans l'air, vous avez à peu près 5 litres au niveau pulmonaire de capacité, mais dans l'air, il y a 20% d'oxygène. Donc ça veut dire qu'on a une réserve d'oxygène dans les poumons, si vous divisez, vous voyez, vous faites l'opération, qui nous permettrait de pouvoir quand même retenir sa respiration. Tout le monde, entre 3 et 4 minutes. Avec un peu d'exercice. Mais on en est capable tous de retenir sa respiration 3-4 minutes. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et on le verra après, c'est que c'est souvent notre esprit et notre conscience qui nous dit, voilà, parce que la respiration c'est la vie et donc la survie. Attention, tu vas mourir. Exactement, alors qu'on est capable. On a des réserves d'oxygène qui nous permettent ça. Alors l'hormèse, on l'a vu, donc la cohérence cardiaque aussi, vous l'avez détaillé. Alors cette notion de rétention, est-ce qu'on peut revenir un petit peu, aller plus loin effectivement dans la découverte de ces méthodes ? Alors la rétention c'est important parce qu'on a parlé d'oxygène, mais le CO2, le dioxyde de carbone, est un gaz très 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 important. Et d'ailleurs, quand quelqu'un a une crise de panique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui mettre justement un sac. Un sac pour qu'il y ait un peu plus de CO2. Pour qu'il puisse justement respirer beaucoup plus de CO2. Parce qu'en fait, ça aussi déclenche finalement sur la cellule des réflexes. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a un équilibre. C'est un petit peu comme les mythes sur l'acide lactique. C'est le côté, on a dit que c'était un poison, un déchet, etc. Non, le CO2 est très très important pour notre organisme parce qu'il permet de réguler justement tout l'oxygène. C'est-à-dire que tout est en équilibre. C'est-à-dire que si vous avez trop d'oxygène, c'est pas bon non plus. Donc voilà, ce que dit Yedel Anderson, c'est important. Et ça a été repris aussi par les travaux de Buteyko, qu'on va voir aussi, Buteyko, pardon, qui a travaillé lui en fin des années 50 sur justement ce travail sur le dioxyde de carbone et la capacité justement à pouvoir faire de la rétention. Et il s'est aperçu en fait que les personnes aussi qui étaient stressées, malades, etc., justement, n'avaient pas fait forcément ce travail. Et il faut vraiment faire un travail sur l'équilibration entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Est-ce qu'on travaille sur l'équilibre acido-basique Exactement, c'est le pH sanguin en fait. Le pH sanguin, oui. Voilà, donc tout est relié, c'est-à-dire que quand il y a trop d'oxygène, c'est pas bon non plus pour le pH sanguin. Donc il faut rééquilibrer et en fait, à un moment donné, il faut pouvoir, et là c'est la loi de l'hormèse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps mettre l'organisme en stress et lui apporter aussi beaucoup plus de CO2. Donc, ce que préconise Buteyko, et puis après, ce que vous pouvez voir, c'est-à-dire que Buteyko, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Buteyko, mais c'est Buteyko, c'est un Ukrainien, un docteur ukrainien qui a travaillé dans la fin des années 50, qui lui a vraiment fait des études là-dessus et finalement sur l'influence du CO2. Et notamment sur le côté des facteurs de l'équilibre, de l'acide base du sang, qui permet de contrôler aussi la respiration. Donc il y a énormément de choses qui vont se passer grâce à ce CO2, c'est-à-dire dans la cellule. Si le gaz carbonique va agir et va pouvoir rééquilibrer ou non finalement l'organisme. Donc c'est quelque chose de non seulement de fondamental, mais très important. Et vous pouvez faire le petit travail d'ailleurs. Vous inspirez et après vous expirez complètement et vous videz et essayez de retenir la respiration. Et alors, si vous tenez par exemple pas plus de 20 secondes, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce que voilà. Et c'est très intéressant de voir si on est capable de tenir finalement cet état avec justement cette montée de dioxyde de carbone dans l'organisme. Et idéalement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il faut tenir quoi, 1 minute ?
Alors, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on a parlé d'apnée de 10-11 minutes. Donc voilà, et en plus avec l'apnée, il y a de la pression. Ouais. Vous imaginez à 100 mètres, à partir de 100 mètres, les poumons sont comme une pomme. Donc vous imaginez la pression qui est exercée. Ça veut dire que aussi psychologiquement, c'est là, et c'est intéressant, c'est que psychologiquement, il y a tout un versant, puis après aussi même un versant spirituel derrière, c'est-à-dire la capacité à pouvoir avoir ce détachement, à dire que finalement, voilà, on est dans un état finalement où on n'apporte pas d'oxygène, mais la cellule quand même, elle est quand même oxygénée. Elle continue à fonctionner. C'est ça le mythe en fait, c'est qu'on croit qu'on travaille sans oxygène, etc., mais on en a dans l'organisme, on en a suffisamment pour tenir un certain temps. Donc 10 minutes, au bout de 10 minutes, 10-11 minutes, j'imagine qu'après on a épuisé complètement le... Donc certains vont faire un travail de 1 minute, 2 minutes, etc. Et c'est là où on parle justement de rétention, et on relie ça fortement au travail d'apnée. Donc la progressivité aussi de l'exercice, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut s'améliorer dans la pratique, j'imagine. C'est ça. Et puis après, il y a aussi cette notion d'acide nitrique que je vous parlais. C'est-à-dire que si vous faites une respiration que par le nez, vous allez provoquer justement un degré d'acide nitrique beaucoup plus important. Alors quel est l'intérêt de travailler là-dessus ? En fait, après, ça a des incidences sur la tension artérielle, par exemple. C'est-à-dire que tout est relié, il y a un équilibre acido-basique, on en parlait, mais aussi, dès l'instant où vous mettez votre organisme un peu en stress, il va agir. C'est-à-dire que si vous provoquez plus d'acide nitrique, il peut avoir une influence aussi sur la tension artérielle. Et par exemple, si vous travaillez que sur le côté oxygénation toute simple, à un moment donné, vous êtes stressé, votre respiration va s'accélérer dans la vie. Et on parlait tout à l'heure de rythme d'accélération d'un point de vue biomécanique. Eh bien, il faudrait quand même avoir des respirations lentes et prolongées, normalement. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque, on va faire 5 cycles de respiration en 1 minute. C'est ça, qui permet de retrouver, d'apaiser. Exactement. Très bien. Donc, dans la pratique sportive, évidemment, j'imagine que pour les préparations de compétition, vous intervenez sur la respiration, forcément. Et donc... Au-delà de ça, donc, on a parlé d'énergie, on a parlé de souffle, on a parlé d'intention, on a parlé de mindset. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait aborder cette question-là ? Parce que là, on est sur des questions un peu moins connues. Oui, alors justement, on a très peu de temps, puis ça sera des questions qu'on reverra dans des causeries. Mais je voulais quand même l'aborder, c'était vous amener cette notion finalement de respiration qui est reliée aussi fortement au stress et à l'énergie et à nos intentions. Et au bout du compte, dès l'instant où on commence à progresser dans sa respiration personnelle, c'est-à-dire qu'on commence à faire des apprentissages, on arrive à la contrôler. On peut l'accélérer quand on veut, pour justement mettre son corps un peu en stress et augmenter la pédale accélérateur, le système sympathique, et puis d'un autre côté, on peut la ralentir, le côté parasympathique, parce qu'on a besoin d'être calme, d'être reposé, etc. Mais on peut agir sur les deux. Et c'est là où c'est intéressant, et sur les énergies et les intentions, déjà, c'est une chose fondamentale, c'est de dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une accélération volontaire ou une décélération. On a parlé d'ailleurs d'une cause de décélération. Et sur cette intention, on est sur ce concept d'énergie, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a la maîtrise de son énergie au bout du compte. C'est-à-dire qu'on peut finalement avoir des sensations énergétiques grâce finalement à cette respiration. Le yoga parle de prana, vous voyez, en fait... dans les pratiquants du yoga, là, qui bouchent une narine. Exactement, et là, vous voyez, en fait, il va travailler sur le versant du nez d'un côté, puis après, on a cet exercice-là, on va inspirer d'une narine et on va expirer de l'autre en se bouchant à chaque fois, et on va, justement, là, on est vraiment sur le côté de l'acide nitrique. Voilà, donc il y a des choses qui ont été vérifiées, même d'un point de vue scientifique, sur cette notion de respiration, mais ces notions d'inspire et d'expire sont fondamentales et elles amènent aussi un état d'être. C'est ça qui est très important. Et dans des pratiques sportives, quelles qu'elles soient, c'est pour ça qu'on va aussi amener ces notions de respiration dans le yoga, mais pas que, dans beaucoup de pratiques maintenant, même des arts martiaux, qu'on a vu au niveau du Krav Maga, etc., qui accompagnent en fait la pratique. Parce qu'en fait, elles permettent aussi une intention, d'être dans une intention soit de calme et de le maîtriser, soit finalement d'accélérer, mais aussi de le maîtriser. Parce que dans notre société, en fait, on est parfois on les a vus, dans les émotions, et notamment les émotions de colère, de peur, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là où c'est un peu délétère pour notre organisme, pour notre cerveau,
Et donc, de reprendre contrôle de sa respiration, eh bien, il y a cette notion de contrôle de son énergie, au bout du compte, et puis des intentions qu'on va mettre derrière, parce que finalement, quand on est plus calme, par exemple, les intentions sont différentes. On peut être un peu plus à l'écoute ou observateur d'une situation. Et on parlait de Damasio dans une causerie, et c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le ressenti. Le ressenti, c'est déjà une interprétation du cerveau de ce qu'on fait du sentir. Sentir les choses, c'est ne pas tout de suite interpréter d'un point de vue, on va dire, du cerveau et de notre cortex. C'est sentir les choses. Et sentir les choses, c'est très très important, notamment pour la respiration. Posez-vous, essayez de sentir comment vous respirez. Essayez de sentir un petit peu au niveau des narines comment vous allez inspirer, comment vous allez expirer, comment ça s'expire. Est-ce que vous le faites par la bouche, est-ce que vous le faites par le nez, etc. Toutes ces choses-là sont fondamentales et on les a complètement zappées parce qu'on est en permanence finalement sur l'accélération et j'ai pas de temps, voilà, il faut que je fasse ça, etc. Et donc, tout se fait de manière automatique et vous avez vu le contrôle en fait. Donc la respiration, c'est, on l'a vu tout à l'heure, volontaire, involontaire, on peut maintenant reprendre le contrôle et ça devient un super pouvoir. C'est vraiment la causerie que je voulais amener aujourd'hui. La respiration comme super pouvoir, eh bien merci en tous les cas pour cette belle découverte. Vous allez nous présenter des ouvrages. Oui, rapidement. Qui mais ont c'est l'air vrai passionnants que d'ailleurs. oui, tout à fait. Alors, je vais montrer d'abord le premier parce que c'est quelque chose, voilà, qui permet de comprendre à tout public. Mais par contre, il y a quand même des exercices assez Jean-Louis complexes. Abrassard. Voilà, Jean-Louis Abrassard aux éditions Très Daniel. Qui la bonne pratique de la respiration. Mais moi, je vous conseille aussi vraiment, vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé qui a mis en place la Breathing Academy, Stéphane Jansson, qui vient de sortir il y a quelques mois un ouvrage extraordinaire, justement, sur la respiration. Il a vraiment tout analysé, tout cartographié, et puis en même temps, il est spécialiste de la méthode Wim Hof, mais il s'intéresse aussi à l'apnée. Vraiment, vraiment, je vous le conseille parce que je m'en suis fortement inspiré. C'est quelqu'un vraiment d'inspirant aussi et vraiment un super ouvrage. Eh bien, nous sommes pressés de découvrir effectivement et curieux de découvrir effectivement l'intérêt de ces ouvrages. En tous les cas, Éric Lacroix, merci beaucoup. Vous avez, pour le coup, j'imagine, suscité à la fois l'intérêt et peut-être le questionnement des personnes qui nous regardent. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine causerie. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Thank you.